Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Consultation politique nationale, la plateforme confession religieuse appelle la SANCO et l'Église du Christ au Congo de rejoindre ces assises convoquées par le chef de l'État. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et puis, la mort du brigadier de la police de circulation routière à Kinshasa continue de faire débat. La police nationale congolaise a ouvert une enquête quant à ce. À l'international, la croissance économique du Bénin s'est établie à 7,5% en 2024 contre 6,4% en 2023, alors que celle-ci repose sur le secteur tertiaire. C'est donc avec le plus grand bonheur et grand plaisir que je vous retrouve, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne en ces premiers jours du 4e mois de l'année. Les consultations politiques menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale peine à rassembler au-delà de l'union sacrée. Pour plus d'inclusivité autour de la démarche du président Tshisekedi, les églises dites de réveil préconisent l'incorporation de la démarche de la SANCO et CC, ce qui soulève la question de savoir jusqu'où Désiré Cachemire et Bérande Kolongel, jusqu'où ira donc Désiré Cachemire et Bérande Kolongel. José Junior Ouawa nous en dit plus. Elles sont entrées à leur deuxième semaine et donc entamé leur atterrissage sans véritablement secouer les cocotiers, annoncé le 22 février dernier par le président de la République lors de sa rencontre avec le membre de l'Union sacrée de la Nation. Cette consultation visant à renforcer l'unité nationale face à la guerre d'agression à laquelle est confronté le pays, cette initiative de Félix-Antoine Tshisekedi confiée à son mission sécurité peine à rassembler au-delà de sa majorité présidentielle. On le sait depuis, l'opposition non armée est essentiellement visée par cette initiative qui n'a pas saisi la main tendue par le pouvoir, y voit un stratagème pour consolider le régime Tshisekedi. En la place, certaines figures préconisent la considération de l'initiative conjointe de la SANCO-ECC, considérée comme étant la seule alternative crédible pour sortir de la crise. Reçue lundi 31 mars par Désiré et Bérande Kolongel, la délégation de représentants des églises évangéliques dites du Réveil suggère l'intégration de la démarche de la SANCO dans cette initiative présidentielle pour renforcer son efficacité. Au-delà de l'arrivée de certains cadres de l'opposition non armée au quartier général de consultation, ça semble toujours piétiner, avec l'absence des opposants non armés de premier plan ainsi que les opposants armés. Les consultations actuelles devront-elles constituer la première étape avant la convocation d'un deuxième round de discussion pour un processus plus inclusif? Tout laisse à penser à cette éventualité dans la foulée d'une intense activité diplomatique qui pourrait impacter les initiatives locales. Voilà, ces consultations politiques sont donc organisées dans le but de pouvoir former un gouvernement d'union nationale en remplacement de celui dirigé par Judith Suminwa, cette dernière qui fête aujourd'hui sa première année en tant que première ministre de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dieudonné Boinali, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, Dieudonné Bonali, on vient de le dire, une année de gestion de Judith Souminois. Comment vous pouvez évaluer donc celle-ci? Disons d'abord que Judith Souminois Touloukwa, c'est la toute première femme à devenir première ministre de la République démocratique du Congo. Son avènement à la primature, à la tête du gouvernement, avait suscité beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes. Une année après, l'ère est au bilan. Il faut faire le bilan de ce qu'elle a pu faire comme réalisation en tenant compte du programme gouvernemental qu'elle avait présenté au Parlement pour solliciter non seulement son vote et aussi l'investiture de son gouvernement. Okay. Il y a plusieurs secteurs de la vie nationale. Si nous prenons par exemple les cadres macroéconomiques, et vous allez constater avec nous que le taux d'inflation s'est situé en 2024 à 11%. Okay. Une situation qui ne permet pas au gouvernement de lutter sensiblement contre la pauvreté et surtout de protéger le pouvoir d'achat des agents et fonctionnaires de l'État et surtout des ménages. Mais on lui reconnaît aussi quand même quelques réalisations. Nous allons y revenir. Mais dans l'ensemble, son bilan est mitigé. Pour certains acteurs politiques comme l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, lui, il pense que le bilan de la Première ministre Judith Souminois est largement négatif. Il aurait voulu voir l'un de ses prédécesseurs, c'est-à-dire la Première ministre, faire plus que ce que lui, le Matata Ponyo, avait fait en son temps. Voilà ce que nous pouvons dire de la Première ministre. Mais elle n'a pas aussi bénéficié d'un contexte favorable. Il y a les bruits de bottes à l'est de la République démocratique du Congo, avec la nouvelle guerre d'agression. Non seulement ça, il y a aussi le fait qu'elle a hérité d'une économie dont la grande partie des activités est dans l'informel. Donc, notre économie est à 80%, comme le disent les économistes, les analystes économiques, est contrôlée par l'économie informelle. Le grand combat, c'est de ramener l'économie informelle dans les circuits officiels. Ça, elle n'a pas réussi aussi à le faire. Bon, est-ce qu'elle n'a pas eu les moyens qu'elle devait avoir pour appliquer sa politique, pour réussir sa gouvernance? Question mark. Voilà, Dieudonné Bonali, vous venez tout à l'heure de parler de certaines réalisations de Judith Souminois depuis qu'elle est première ministre. Quelle est, selon vous, sa plus grande réalisation depuis son avènement? Bon, de la vie générale, son bilan est mitigé. Selon ses prédécesseurs, son bilan est largement négatif. Mais il y a quand même quelques réalisations qui ont retenu notre attention. Il y a par exemple l'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers et leurs dépendants. La dernière mesure qui a été prise par le gouvernement souminois est celle qui consiste à augmenter, soit à doubler les soldes des militaires et policiers. Ils ont été payés pour le mois de mars 2025. Tout le monde a constaté, pour ceux qui reçoivent des messages de notification, que leurs comptes ont été crédités. Tous les militaires presque et les policiers ont constaté que leurs salaires ont été doublés. L'une des réalisations aussi qui a retenu notre attention, c'est sur le plan sécuritaire et diplomatique. Le gouvernement souminois a réussi à faire changer le langage diplomatique sur le plan international. Justement. Pour la première fois, Kinshasa a réussi à obtenir des condamnations contre le Rwanda. Il y a par exemple les dernières sanctions des États-Unis d'Amérique contre certains
responsables civils et militaires rwandais. Voilà. Il y a eu la résolution 2773 Voilà. pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu aussi des sanctions de certaines capitales occidentales comme Londres et Bruxelles, qui a poussé même Kigali à rompre les relations diplomatiques. Il y a donc beaucoup Il y a de aussi la réalisations. révision du contrat du siècle, le fameux contrat chinois, Ok. grâce à la vigilance de l'inspection générale des finances. Voilà. Ces contrats ont été ramenés de 3,5 milliards à 7 milliards de dollars américains. Cette liste n'est pas exhaustive. Voilà. Il y a beaucoup de réalisations, mais Ok. si on les met dans la balance, elle n'a pas vraiment répondu aux attentes, aux espoirs suscités lors de son avènement. Dieudonné Bonani, nous vous remercions donc pour votre riche intervention. Merci aussi pour votre invitation. On va poursuivre avec les consultations politiques. La plateforme confession religieuse appelle la Sanko et l'Église du Christ au Congo de rejoindre les consultations nationales convoquées par le chef d'État. C'était à l'occasion du tête-à-tête que le représentant des églises de réveil et la communauté islamique ont eu avec le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, Berand Kolongele. Profitant de l'occasion, l'archevêque Ejiba Mampa a lancé aux prêtres catholiques un appel, bien évidemment, à pouvoir le rejoindre. Suivez. En République démocratique du Congo, le cliché est connu. Il y a des églises pro-régime et des églises pro-opposition. Une caricature qui n'est peut-être pas la réalité, mais devenue l'image que les Congolais ont des hommes d'église lorsqu'il s'agit des questions politiques. À l'ère des réseaux sociaux où l'information circule à la vitesse grand V, les Congolais étaient désabusés par les contradictions, presque des invectives entre les prêtres catholiques et certains pasteurs des églises du Réveil, notamment lors de la publication des résultats de la présidentielle de 2018. Les deux blocs étaient sur le point de créer un blocage institutionnel en 2020 autour de la désignation du président de la CENI, alors Ronsard Malonda. Dernier événement en date ayant occasionné l'étalage de l'animosité que les hommes d'église nourrissent les uns contre les autres, l'initiative de dialogue de cohésion nationale chère à la Senko et à l'ECC. Le pasteur Albert Kankienza et Monseigneur Donatien Cholet se sont attaqués par médias interposés, confirmant contre les églises, un clivage politique est vraiment prononcé. Et voici que l'archevêque Ejiba Mampia vient d'ajouter une couche. Alors que la Senko et l'ECC poursuivent leur croisade à travers le monde pour prêcher aux grandes autorités leurs recettes pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, dont le succès dépend impérativement d'un dialogue entre divers acteurs, cet homme d'église vient de rappeler aux prêtres catholiques et pasteurs protestants d'abandonner leur projet pour s'inscrire dans un autre schéma de dialogue initié bien après eux, cette fois-ci par le président de la République, à qui Ejiba reconnaît sur la base, dit-il, de la Constitution, les prérogatives d'entreprendre un dialogue entre Congolais. La prise de position de cet archevêque amène alors l'opinion publique à se poser la question comment la Senko et l'ECC vont-elles jongler entre leur démarche et celle du président. Les consultations politiques nationales ne peuvent se faire que si il y a la santé optimale dans le corps. C'est pour cette raison que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, en collaboration avec son homologue de l'industrie, Louis Watoum, a conduit une réunion stratégique avec l'équipe de Boston Consulting pour explorer la faisabilité de la production locale de moustiquaires imprégnés dans le pays pour lutter contre le paludisme. Suivez. Le gouvernement du Congo-Kinshasa entend poursuivre son combat contre le paludisme, première cause de mortalité dans le pays. Ce mardi, le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba et son collègue de l'industrie, Louis Watoum, ont examiné avec une équipe de Boston Consulting la faisabilité de la production de moustiquaires imprégnés localement en RDC. L'objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis des importations et de développer une capacité de production durable dans le pays afin de rendre l'accès aux moustiquaires plus abordable, notamment dans
les zones rurales. L'efficacité des moustiquaires imprégnés dans la lutte contre le paludisme est bien documentée et leur coût relativement bas en fait un moyen de prévention largement accessible. Ces projets visent non seulement à augmenter la couverture sanitaire, mais aussi à renforcer l'autonomie du pays dans la production de ces dispositifs de prévention essentiels. Les autorités congolaises espèrent ainsi compléter leurs efforts de lutte contre le paludisme tout en stimulant les secteurs industriels locaux. Le projet s'inscrit dans une approche globale visant à améliorer les infrastructures de santé et à développer l'économie nationale. L'un des principaux enjeux abordés lors de la réunion a été la viabilité économique de la production locale. Le directeur de Boston Consulting a indiqué que bien que la production sur place implique des défis financiers, notamment en termes de coûts des matières premières et de logistique, elle représenterait un investissement stratégique pour le pays. Produire localement permettrait de réduire le coût d'approvisionnement, de créer des emplois et de renforcer les capacités industrielles de la RDC. Cela ouvrirait également la voie des partenaires et à la diversification industrielle dans les secteurs comme les textiles, les plastiques et les produits chimiques. Ces projets prévoient la construction d'une usine capable de produire jusqu'à 30 millions de moustiquaires par an, soit environ 15% de la production mondiale actuelle. Cette initiative pourrait non seulement réduire les taux de mortalité liés au paludisme en RDC, mais également créer de nombreux emplois et dynamiser l'industrie congolaise. Au cours de la réunion qui s'est tenue lundi 31 mars 2025, dirigée par le secrétaire général de la santé publique, Dr Sylvain Yuma Ramazani, plusieurs points saillants ont fait l'objet de cette réunion, notamment la situation sanitaire à Chopo, où un répondant au riposte a été attaqué par les assaillants. Le ministère de la Santé a souligné qu'au cours de cette réunion, que le ministère de la Santé est à l'attente de 320 000 doses qui donc visent à poursuivre la campagne de vaccination dans les provinces considérées comme des zones à risque. Patience Lokeke nous éclaire. La situation sécuritaire qu'un répondant de riposte a connue dans la province de la Chopo a été l'un des points saillants abordés lors de la réunion hebdomadaire de la semaine de la riposte contre l'impox de la semaine 12. Une situation qui amène toute la problématique sur la sécurisation des acteurs à la réponse sur terrain. Il a également été évoqué au cours de cette réunion la question relative à l'extension des laboratoires concernés par la riposte au mpox à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo et aussi la réception de 63 000 doses de vaccins, dont 320 000 doses de MVA-B1 sont en attente. Il a été noté aussi en cours de la réunion qu'il y a plus ou moins 320 000 doses qui sont attendues. Ce sont les vaccins MVA-B1 qui devront être encaissés pour poursuivre le processus de vaccination en rapport avec les provinces qui sont des provinces hotspots. Un autre point relevé lors de cette réunion était l'activation des équipes d'intervention rapide nationale pour soutenir les provinces à risque. Ce qui est déjà fait à ce moment, nous avons constaté qu'il y a les provinces de l'Équateur, province de la Chopo, province de la Chuapa, province de Kinshasa. Et voilà, ce sont des provinces qui ont déjà, et même Tanganyika, qui ont déjà reçu des équipes d'intervention rapide au niveau central. Et nous attendons prochainement, dans les heures qui viendront, les provinces de Sankuru et du Bas-Ouélé qui devront aussi suivre le pas. On ne va pas aussi oublier les provinces de l'Est, notamment le Sud Kivu, qui constitue aussi un épicentre par rapport à la Mpox. Signalant qu'un système d'alerte précoce a été mis en place afin de prévenir d'une explosion de l'infection dans ces provinces en proie à l'insécurité. Dans un registre beaucoup plus minier, le ministre du secteur, Kizito Pakabomba, a pris part lundi 31 mars à la cérémonie solennelle du lancement de travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour le bien économique organisé par le Fonds national de réparation de victimes, FONAREV, et présidé par le président Félix Tshisekedi. Cette initiative vise à reconnaître et à documenter l'impact de l'exploitation illégale de ressources naturelles sur la population congolaise. Le ministre de Mines
a réaffirmé son engagement en faveur d'une gestion transparente et souveraine de ressources minières pour garantir qu'elles bénéficient avant tout au peuple congolais. Et puis, la nouvelle grille tarifaire de prix de transport en commun mise en place par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, souffre d'application sur le terrain. La politique de demi-terrain refait surface dans tous les itinéraires de taxis, de transports en commun et autres. Pour cette raison, nous recevons au téléphone Messieurs Jardin Ngoy, président de la mutuelle pour la solidarité de chauffeurs au Congo. Bonsoir, Monsieur Jardin Ngoy. Qu'est-ce qui freine donc la mise en place de la nouvelle grille tarifaire? Bonsoir, Monsieur le journaliste. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Géopolis TV. Au jour d'aujourd'hui, pratiquement 3 mois après l'annonce de la publication de l'arrêté portant nouvelle grille tarifaire sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, nous disons qu'il y a plusieurs paramètres qui freinent la mise en pratique de cette dernière. Nous avons l'incivisme routier, nous avons l'ignorance tant du côté des pratiquants taximens que du côté de la population qui est en train d'utiliser le mode de transport en commun. Nous disons qu'il n'y avait pas eu suffisamment la campagne de sensibilisation qui s'était pas vraiment faite comme nous voulions à l'époque. Qu'à cela ne tienne, c'est une décision de l'autorité établie, c'est une décision du premier citoyen de la ville. Nous avions en son temps, en tant que synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier, mais aussi en tant que responsable de la mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo, nous avions fait à notre niveau cette campagne de conscientisation, cette campagne de sensibilisation, et nous disons ceux qui ont pu capter les messages sont en train de respecter, mais il y a aussi ceux-là qui vont outre mesure et qui tentent de bafouer la décision de l'autorité urbaine. Et que faut-il faire donc pour inciter le chauffeur à respecter cette grille tarifaire? Le mal étant profond, pour inciter les chauffeurs à respecter cette grille tarifaire, nous pensons que la campagne de conscientisation, nous pensons que la campagne de sensibilisation devra continuer dans les arrêts, dans le parking, dans le média, et ça pourra atteindre un grand nombre et décourager ceux-là qui trouvent par l'augmentation du prix des transports comme un moyen déloyal pour arnaquer le paisible Quinois et Quinoises qui prennent, comme je l'ai dit, le mode de transport en commun pour se déplacer, pour vaquer à leurs occupations. Mais nous disons aussi, compte tenu de ce que nous sommes en train de constater dans la ville de Kinshasa, surtout du côté des agents véreux qui, avec ordre de mission, tantôt signé par le ministre provincial des Transports, tantôt signé par la chef de division urbaine des Transports, au lieu de permettre à ce que le travail se fasse tout en respectant le code d'éthique et déontologie d'un agent public de l'État, ceux-là aussi font n'importe quoi. Ils arrêtent souvent ceux qui sont en ordre pour créer des situations, même ceux qui sont qualifiés de chauffards ou ceux qui sont en train de faire la contravention, mais nous sommes en regret de constater que ces agents-là, au lieu de percevoir les amendes transactionnelles qui doivent être logées dans un compte, nous avions demandé que ces comptes-là soient publiés pour que les gens puissent payer officiellement et que l'argent puisse entrer dans le caisse de l'État. Et c'est cet argent-là qui pourra permettre à ce que la ville, la République puisse être à la hauteur
de pouvoir faire respecter le programme d'action tant du côté gouvernement provincial que du côté gouvernement central. Monsieur Chardin-Goï, nous vous remercions en espérant vous retrouver dans nos prochaines éditions. Et puis, dans la nuit du lundi à mardi, une forte pluie s'est abattue sur Kinshasa. Cette dernière a causé des dégâts importants, notamment des inondations dans plusieurs quartiers qui ont rendu de problèmes de nombreuses routes impraticables, comme annoncé précédemment par la Metelsat. Rosie Chioyo. Dans la nuit du lundi à mardi, une forte pluie a frappé la ville de Kinshasa, occasionnant des dégâts considérables, notamment des inondations dans plusieurs quartiers. Ces phénomènes climatiques naturels ont rendu de nombreuses routes impraticables, compliquant ainsi la circulation pour les habitants. Ces phénomènes climatiques naturels ont rendu de nombreuses routes impraticables, compliquant ainsi la circulation pour les habitants. Cette situation était prévisible puisqu'en mars dernier, l'Agence de météorologie et de télédétection par satellite avait émis un avertissement concernant des fortes pluies accompagnées de vents violents pour la période de mars et avril. Selon les prévisions de cette agence, de telles conditions météorologiques pouvaient entraîner des inondations et des glissements de terrain, surtout dans des zones densément peuplées comme Kinshasa. Face à la réalité de ces intempéries, il est crucial que les autorités locales et la population prennent des mesures préventives pour atténuer les impacts futurs. En effet, l'anticipation des événements météorologiques extrêmes peut faire la différence entre des désagréments temporaires et des catastrophes majeures. Les conséquences de cette pluie intense sont donc un appel à l'action pour renforcer la préparation aux situations d'urgence et améliorer l'infrastructure urbaine afin de mieux gérer les épisodes de fortes précipitations à venir. La collaboration entre les autorités et la communauté sera essentielle pour faire face à ces enjeux climatiques croissants. Si la pluie, cette fois, n'a pas tué de gens, au sein de la police de circulation routière, un drame s'est produit. Le meurtre d'un brigadier de la PCR à Kinshasa fait encore débat. Si une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circonstances de sa mort, le doute plane quant à ce. Suivez donc cet élément. Tout est parti d'une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle un agent de police affirme que son frère d'armes aurait été tué après avoir intercepté le cortège de la première ministre pour une infraction routière. Premier ministre abanda wana sansiniki. To panzinze là to l'explique premier ministre aleki. To monique dans 10 minutes suite à premier ministre zongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye. Erba ya kangi collègue na biso wana ya roulage kabe ya senda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta ye. En réaction, la police qualifie cette vidéo de désinformation. Dans un communiqué publié le lundi 31 mars et signé par Mavungu Mangoma Julien, le service d'information et de communication de la PNC affirme que l'enquête est en cours. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. À son tour, dans un communiqué également, le ministre de la Justice a confirmé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur la mort de cet élément de la police routière. Dans un pays où les enquêtes livrent rarement l'air secret, l'affaire Fiston Kabea fera-t-il exception? Seul l'avenir nous le dira. Le drame, puisqu'on en parle, peut encore avoir lieu ce mercredi 2 avril au stade de Martyrs où l'OC Renaissance du Congo offrira son hospitalité à l'AS V Club dans un duel fratricide de Kinshasa, l'un des plus grands derbys. Et cette rencontre est cruciale dans la course au play-off. Avant cette confrontation, les deux entraîneurs étaient en conférence de presse ce mardi pour aborder cette rencontre. Suivez. Ce mercredi 2 avril 2025, l'OC Renaissance du Congo accordera son hospitalité à l'AS Vita Club au stade de Martyrs dans une rencontre cruciale pour la course au play-off.
En conférence de presse d'Enva Match ce mardi, les entraîneurs de deux équipes ont abordé cette rencontre. Chaque journée est un nouveau départ. Donc nous, on a perdu contre DSMP. Donc demain, c'est un grand match. C'est un match qui ne sera pas facile pour nous, mais on va pas essayer, mais on va jouer pour gagner demain. Donc le plus important, c'est nous. Donc nous sommes encore à la course et je tiens à remercier le mental et le moral de tous mes joueurs. Donc nous sommes au top, donc on doit faire tout pour gagner demain. En fait, on est deux équipes qui sortent de deux défaites, malheureusement. Donc forcément, c'est un match un peu pour se racheter. Je pense que pour les deux équipes, ça va être les motifs. Voilà. Donc bon, on sait que c'est un match aussi qui a une appellation un peu derby ici. Donc c'est toujours des matchs importants à jouer. Voilà. Donc nous, on est focus maintenant sur demain. Et on espère le meilleur à l'issue du match. Signalons que cette rencontre sera la 17e confrontation entre les deux équipes dans cet autre derby quinois. Sur les 16 dernières confrontations, on note 12 victoires pour 20 clubs, dont 2 par forfait et 4 matchs nuls. Aucune victoire donc pour le Banafibo qui tenteront d'en obtenir dès ce mercredi. Bonne chance aux deux équipes quinoises. On va momentanément quitter Kinshasa et la République démocratique du Congo pour la page africaine et internationale. Au cours des 30 dernières années, le secteur télécom africain a enregistré une forte croissance. Cette embellie lui a valu une attention accrue de gouvernements en quête de nouvelles ressources financières. Mais une pression excessive sur les secteurs met en péril sa viabilité à long terme ainsi que le revenu qu'il génère. Suivez. L'Association mondiale des opérateurs des téléphones mobiles milite une fois de plus pour la révision de la fiscalité appliquée au secteur télécom en Afrique. Elle estime qu'en réduisant ou supprimant diverses taxes qui payent les acteurs, les prix de l'Internet mobile pourraient baisser de 13% d'une année sur l'autre d'ici 2028. Dans son rapport, Promouvoir la transformation numérique des économies africaines, document d'analyse et des méthodologies, l'association identifie différents types de pression fiscale auxquelles les opérateurs des téléphones mobiles sont soumis sur le continent. Taxes et redevances des opérateurs, taxes sur les téléphones et le droit d'importation. Selon GSMA, l'allègement fiscal auquel aspirent les opérateurs télécoms n'aura pas seulement un impact positif sur le consommateur, cela provoquera une réaction en chaîne. Outre le fait sur le prix, cette mesure pourrait aussi faire baisser le prix de smartphones de 7%. Mis ensemble, un Internet et des smartphones plus accessibles rendraient commercialement viables les investissements dans les zones rurales, aujourd'hui souvent négligés en raison de leur faible rentabilité. Un Internet et des smartphones plus abordables pourraient accélérer l'adoption du haut débit mobile et augmenter la demande qui suscitera des investissements pour une couverture réseau étendue, essentielle pour réduire les fractures numériques. GSMA estime qu'une revue à la baisse de taxes pourrait contribuer à une augmentation du nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile de 6% d'une année sur l'autre en Afrique. Dans son rapport, l'économie du mobile en Afrique subsaharienne 2024, GSMA, révélait au taux de pénétration mobile de 44% en Afrique subsaharienne pour 27% de taux de pénétration de l'Internet mobile. Bien que réduire ou supprimer des taxes relatives aux télécoms ait une incidence bénéfique sur le développement du secteur, il faut toutefois souligner qu'elle représente aujourd'hui une source de revenus non négligeable pour de nombreux gouvernements africains. Le secteur de télécom nous amène au Bénin où la croissance économique s'est établie à 7,5% en 2024 contre 6,4% en 2023. Cette croissance repose sur le secteur tertiaire qui apporte 3,6 points au PIB réel, tandis que le secteur primaire et secondaire contribuent chacun à hauteur de 1,6 points. Patience au kéké. Les secteurs tertiaires du Bénin, qui représentent 47,5% du PIB réel, restent le principal moteur de l'économie avec une croissance de 7,5% contre 6,6% l'année précédente. Son dynamisme s'explique par la progression du commerce et la croissance des services publics. Le secteur secondaire a connu une croissance de 9,7% contre 7,3% en 2023. Cette
performance est attribuable à l'expansion de l'agro-industrie et à l'accélération des grands chantiers de construction dans le pays. Quant au secteur primaire, sa croissance s'établit à 5,9% contre 5,1% en 2023. Elle est soutenue par l'agriculture, l'élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche. Il est indiqué par ailleurs que les investissements à prix constant ont progressé de 10,5% en 2024, bien que leur croissance ait ralenti par rapport à la hausse de 15,7% en 2023. L'investissement privé reste un levier essentiel, contribuant à hauteur de 3,0% à la croissance du PIB réel. En revanche, l'investissement public marque un recul avec une contribution de moins de 0,2%. Malgré un environnement extérieur difficile marqué par la dépréciation du naira nigérian et de relations tendues avec certains voisins, l'économie béninoise reste résiliente selon la Banque mondiale. Pour 2025, le gouvernement table sur une croissance de 6,8% supérieure à l'estimation initiale, avec une stabilisation attendue jusqu'en 2027. Cette progression repose sur la modernisation de l'agriculture, le dynamisme du secteur secondaire et la croissance du secteur tertiaire porté par le port autonome de Cotonou, la promotion touristique et les renforcements des échanges commerciaux avec le Nigeria. On ne peut finir ce journal sans lire le journal Paris dans la ville de Kinshasa en ces premiers jours du mois d'avril avec la sélection et les commentaires de Rachel Misenga. Mesdames et messieurs, bonsoir. La revue de presse de ces jours s'ouvre avec le phare qui nous informe du début depuis lundi du deuxième round de consultation politique initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Son conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Cachemire Eberon Kolongele, a reçu entre autres le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Micha Lescovar. Ce dernier a salué l'importance du dialogue pour parvenir à une paix durable, soulignant que des solutions violentes ne sont pas viables. Les représentants de l'Église du Christ au Congo a de son côté déclaré: lorsque la maison est en feu, on ne tient pas compte de qui apporte de l'eau pour éteindre le feu. Tous les moyens sont donc possibles pour amener la paix pour que notre pays puisse retrouver son intégrité territoriale. Cependant, la référence plus note que jusqu'à présent, ce sont uniquement ces caciques de la majorité qui ont été consultés. Au sein de cette majorité, les objectifs et la démarche restent source de débat. Certains membres exprimant des désaccords, notamment sur la répartition de rôles au sein du gouvernement à venir. De son côté, Forum 2As s'interroge sur les déclarations de certains membres de l'Union sacrée pour la nation. Après leur entretien avec le conseiller spécial, ces déclarations, selon le journal, prennent parfois des airs d'opposition, malgré leur position des dirigeants du pays. En soulevant des préoccupations sur les questions socio-économiques et sécurité à l'Est, ces personnalités semblent plus préoccupées par leur intérêt politique personnel que par des solutions concrètes. Concernant la situation sécuritaire à l'est du pays, Géopolis rappelle que la situation humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu se détériore chaque jour en raison du conflit avec le M23 soutenu par le Rwanda. Selon un rapport de l'OCHA du 28 février 2025, 2,29 millions de déplacés internes sont recensés principalement dans les territoires de Massissi, Walikale et Lubero. Cette crise humanitaire continue de s'aggraver et soulève des inquiétudes croissantes sur les conditions de vie des populations affectées. L'agence congolaise de presse met en lumière la mobilisation initiée par le président Tshisekedi pour la reconnaissance internationale du génocide congolais. Lors du lancement de la table ronde sur les génocides, le chef de l'État a souligné que cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sur notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. Le président a de nouveau indexé le Rwanda, a écrit la prospérité en déclarant plus de 10 millions de vies humaines innocentes ont brutalement été fauchées
marquée par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Divers rapports détaillés des Nations Unies incontestables ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et de violations massives de droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers de forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Terminons cette revue avec le journal sur la une note sur les affrontements à Kakuku, dans le Nord Kivu, où les forces armées de la RDC et les combattants Wazalendo ont lancé une offensive contre l'opposition du M23 AFC. Ces combats, survenus après l'annonce d'un cessez-le-feu par le M23 le 22 mars, ont ravivé de tensions dans la région et provoqué des déplacements massifs des civils déjà fragilisés par de mois de conflits. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. C'est donc avec la voix de Rachel Misenga que nous bouclons ce journal. Place à présent au rappel de principaux titres. Consultation politique nationale, la plateforme Confession religieuse appelle la Sanko et l'Église du Christ au Congo de rejoindre ces assises convoquées par le chef de l'État. Et puis la mort du brigadier de la police de circulation routière à Kinshasa continue de faire débat. La police nationale congolaise a ouvert une enquête quant à ce et la croissance économique du Bénin s'est établie à 7,5% en 2024 contre 6,4% en 2023, alors que celle-ci se repose sur le secteur tertiaire. Voilà, messieurs, nous bouclons complètement ces journaux. Nous vous disons merci pour votre aimable attention. Le mensonge est un chemin qui mène tout droit vers la mort. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.